Bonjour à vous, chers amis du matin. Eh bien, on est très heureux de vous retrouver comme chaque mercredi de la station régionale d'Oran, puisque toute l'équipe est bien présente et c'est pour vous servir. Eh bien, on est aujourd'hui le 6 décembre et tous les Oranais se sont réveillés sous la belle chansonnette interprétée par Madame Pluie. Et bien sûr, on va commencer comme d'habitude et comme d'accoutumé avec la culture cette fois-ci. Et bien sûr, on va parler d'un événement qui s'est passé le 30 novembre. C'est une journée d'études au musée, justement, alors intitulée sur la gestion des risques dans les musées. Et bien sûr, c'est au musée Ahmed Zabana que ça s'est passé. Et bien sûr, on va y aller vers, ça a été annoncé depuis la semaine passée, la stabilisation après un régime alimentaire. Et bien, on va voir ça tout à l'heure avec notre nutritionniste Feriel Merzouk qui sera présente avec nous. Et bien sûr, on ira... Alors, on va découvrir, on va dire, une pépite qui a un savoir-faire magnifique, une des tenues traditionnelles, blousa, kerekou. Alors, vous allez la découvrir avec nous tout à l'heure. Dernière ligne droite, c'est la ville de Mossaganem qui sera présente avec nous tout à l'heure avec des invités, pas des moindres, puisqu'on parlera d'un concours de photographie. Voilà. Et bien voilà tout pour cette matinée et on commence comme d'accoutumé une très belle chanson solidarité avec le peuple palestinien. On se retrouve juste après.
Une très belle chanson, alors interprétée par un artiste. Alors c'était en solidarité pour le peuple palestinien qui est en train de souffrir et de vivre des moments très difficiles. On espère du fond du cœur que ça s'arrête, Inch'Allah ya Rabbi. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, nous avons avec nous le directeur du musée, Monsieur Hicham Sakal. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est toujours un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité et je salue les téléspectateurs bien sûr de Canal Algérie et je voudrais avoir une pensée suite à cette chanson. Oui. Je voudrais avoir une pensée pour nos frères palestiniens, surtout ceux de Gaza qui sont en train de souffrir le martyre. Oui. Rabbi yarham shuhada. Oui, Rabbi yarhamhum, et surtout qu'il y a eu beaucoup de décès, et surtout, ce sont des enfants qui sont décédés. Voilà. C'est presque 80% des morts qui sont des femmes et des enfants. Voilà. Effectivement, et ça fait vraiment mal, parce qu'on a, d'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux des images vraiment, des images choquantes, vraiment choquantes. Rabbi faraj alayhim, Rabbi faraj alayhim, Très bien. Alors, on est là pour parler d'un événement qui est très, très important. Oui. D'ailleurs, et organisé par le musée, justement, sur la gestion, le thème de cette journée. Ça a été, c'est une journée d'études, d'ailleurs, sur la gestion des risques dans les musées. Alors, et d'ailleurs, quand on dit le mot musée, c'est toute une mémoire, c'est toute une histoire d'un pays. Donc, et surtout si on parle du joyau architectural tel que le musée Ahmed Zabana, alors qui a été ouvert en 1885, donc ça nous donne un petit peu une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire, nous savons que les musées, à travers le territoire national, abritent des collections qui sont des preuves de notre histoire, notre patrimoine, notre identité. Et c'est des objets qui sont rares, qui sont inestimables. Et donc, nous avons besoin de préserver ce patrimoine, nous avons besoin de le sauvegarder et d'être prêts à toute éventualité en cas de catastrophe, qu'elle soit naturelle ou humaine. Prêt de quelle façon ? C'est-à-dire prêt à intervenir. C'est-à-dire il ne faut pas laisser notre patrimoine se détériorer. Vous savez que notre ministère, et bien sûr sur les recommandations de notre ministre, le docteur Soria Moulouji, qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue bien sûr. C'est-à-dire dans la stratégie, c'est de sauvegarder et de mettre le paquet pour justement préserver notre patrimoine. Et bien sûr, les collections qui existent dans les musées, c'est notre patrimoine. Voilà. C'est le patrimoine, c'est la mémoire du pays aussi. C'est qu'il faudrait tout faire pour préserver cette mémoire afin de la transmettre aux générations à venir, pour qu'on puisse connaître un petit peu l'histoire de notre pays. Effectivement, c'est-à-dire on nous a transmis ce patrimoine et on devrait c'est-à-dire le préserver pour le transmettre aux générations qui vont venir. Et c'est ça. C'est-à-dire notre souci, c'est de préserver notre patrimoine et notre mémoire et notre histoire. Effectivement. Vous savez que ces dernières années, on parle beaucoup de changement climatique. Oui, beaucoup. Et voilà, c'est-à-dire nous avons des orages subis comme ça, des pluies torrentielles qui s'abattent. On ne peut pas les prévoir. Effectivement. Et donc, on a des tremblements de terre, on a beaucoup de circonstances ou d'événements naturels qui peuvent apporter un risque. Détériorer le site. Et détériorer nos musées, que ce soit les bâtisses. Oui, voilà. Ou, ce qui est plus important, c'est les collections qu'abritent ces bâtisses. Voilà. Très importante d'ailleurs, une collection magnifique. La question qui se pose, c'est comment être prêt à faire face
à tout ça. À faire face et de protéger. Et de surtout protéger. ce patrimoine. C'est-à-dire, par exemple, quand on a c'est-à-dire un tremblement de terre, comment faire pour que les collections, peut-être que les collections seront disparues s'il y a un tremblement de terre. Il se pourrait que les collections soient disparues ou ensevelies sous des tas de décombres dans le cas de tremblement de terre. Mais comment avoir, c'est-à-dire les données préservées de ce qu'on avait comme patrimoine ou comme identité. Et donc là, on est en train de parler de sauvegarde numérique, de tout ce qui est inventaire des collections, de tout ce qui est... Et sauvegarde est sur plusieurs supports numériques pour justement préserver et sauvegarder notre mémoire. C'est-à-dire, si je cherche un objet, je sais qu'il existait dans tel ou tel ou tel musée. Voilà. Oui, et c'est pour ça que l'idée de cette journée d'études, d'ailleurs, je voudrais remercier les différents musées nationaux qui ont bien voulu participer avec nous. Si je peux les citer. Bien sûr, bien sûr, c'est très important. Il y a eu le musée national de Sétif, le musée national de Chlef, le musée national de Boussaada, les musées de Tlemcen, le musée de la calligraphie arabe et le musée de l'art et l'histoire de Tlemcen. Et donc, nous avons l'université de Béchar qui a participé aussi. Et donc, on a eu quand même une présence assez qualitative dans cette journée d'études. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement les services de sécurité qui sont nos partenaires directs dans cette démarche de sauvegarde et de préservation du patrimoine. Je citerai le commandement régional de la gendarmerie qui a une brigade spéciale pour la protection du patrimoine culturel. Je citerai la direction régionale des douanes, la direction du wilaya de la sûreté, la sûreté nationale et la direction du wilaya de la protection civile qui tous ont participé dans cette journée d'études sur les différents thèmes de leur intervention. Bien sûr, quand on parle des douanes, c'est la protection des frontières. Il y a beaucoup de mal intentionnés qui lors veulent des fouilles. Commercer. Voilà, effectivement, parce que lors des fouilles, s'il n'y a pas vraiment une protection, ces fouilles-là, c'est nouveau. On va dire, voilà, ces nouvelles pièces qu'on trouve, ils risquent de disparaître comme ça. Qui risquent d'aller vers l'étranger et on ne les retrouvera plus jamais. Nous avons l'intervention de la protection civile. Oui. C'est-à-dire la protection en cas d'incendie, en cas de catastrophe, les premiers intervenants, c'est la protection civile. Et là, le souci parmi les thèmes qui ont été abordés... D'ailleurs, je voulais beaucoup plus parler de cette journée d'études, mais aussi de connaître un petit peu les thématiques les plus importantes qui ont été abordées lors de cette journée d'études. Alors, la plus importante, c'est un peu l'intervention, la première intervention. En cas d'incendie, c'est-à-dire de fortes pluies qui pourraient c'est-à-dire toucher les immeubles et les collections, et comment être prêts, nous, en tant qu'établissement, sous tutelle du ministère de la Culture, à faire face dans les premiers moments. C'est-à-dire avoir un personnel qualifié, déjà avoir un personnel dans le service de sécurité qui sait déjà mettre en marche un extincteur, en attendant, voilà, parce que quand on a une catastrophe, c'est-à-dire on attend 10 minutes, un quart d'heure avant que l'intervention, qu'ils arrivent. Et là, il faudrait qu'on ait dans l'urgence un personnel formé, qualifié, pour, c'est-à-dire intervenir dans les premiers moments en attendant que la protection civile arrive, en attendant que la gendarmerie arrive, etc. etc. Et donc là, on parle de formation du personnel, c'est-à-dire être prêt, très importante, qui est très importante. Comment avoir un personnel qualifié, formé, pour faire face à ce genre de catastrophe. Nous avons aussi
l'intervention sur l'objet lui-même, c'est-à-dire sur notre collection. Parce que, imaginons une inondation dans un musée et toutes les collections qui vont disparaître, qui vont être touchées par l'eau. Alors vous savez que l'eau va détériorer tout, les toiles de peinture, les poteries, surtout quand on a un musée aussi riche que celui le musée Zabana, qui a et qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire il y a de la préhistoire à l'Antiquité, aux Beaux-Arts. Très riche d'ailleurs. Nous sommes le seul musée en Algérie qui a une section d'histoire naturelle. D'histoire naturelle, effectivement. C'est des musées, c'est des animaux empaillés. Et s'il y a une inondation, ça veut dire que toute la collection va disparaître. Va disparaître. Donc comment faire face à tout ça? Et voilà, c'est-à-dire, bien sûr, nous avons des textes de loi on y arrivera dans un petit moment. Donc on reste toujours dans le thème justement de la gestion de la journée d'études sous le thème de la gestion des risques dans les musées, bien sujet réalisé par notre journaliste Fatima Merar et lecture Selim Skandar. On se retrouve juste après. Les musées mis à l'honneur à travers une initiative du musée Zabana et en présence des responsables des musées des quatre coins du pays. فيما يخص مشاركتنا رايحين نقدموا احنا مداخلة حول كيفية حفظ وترميم اللوحات الفسيفسائية عن طريق الحفظ الوقائي وكذلك المعالجة الميكانيكية. هي تقنيات تستعمل في كافة البلدان العالم، لأن نحن نعلم أن المجموعات الفسيفسائية المحفوظة والمعروضة في المتاحف الوطنية تعتبر من أهم المجموعات في العالم. هذا اليوم طبعا نظم تحت رعاية السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سوريا مولوجي، والذي يهدف إلى توعية وتحسيس كل موظفي وإطارات المتاحف الوطنية، بما أننا لاحظنا مشاركة عدة متاحف وطنية من أجل تفادي هذه المخاطر التي لا قدر الله وأن تصيب متاحفنا. وشفنا كذلك حضور اللجنة الأمنية بمختلف فروعها لتتعاون طبعا مع الهيئات المتحفية لتفادي هذه المخاطر، لأن كما تعلمون أن هذه المتاحف تحمل ذاكرة وطنية وكذلك تحتوي على تراث وطني عريق. L'événement a été marqué par une série d'interventions des spécialistes et ont tous trait à la thématique de gestion des musées en Algérie. تم التطرق إلى مخططات تنظيم النجدة بمختلف أنواعها، سواء مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس، مخطط تنظيم النجدة للبلدي الولائي ما بين الولايات، ومخطط تنظيم النجدة الوطني. تم من خلال هذه المداخلة عرض مختلف الآليات التي يتم من خلالها التكفل بمختلف الكوارث من خلال مساهمة مختلف المقاييس والتدخل السريع والفعال من أجل حصر الكارثة في المكان والزمان. وهذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، لأنه هو الأساس في حفظ هذه المقتنيات. وإحنا كي نقولوا إحنا مثلا عندنا مخطط وقائي معناته على المدى البعيد، وليس يعني حيكون مخطط فوري نقوم به، وبالتالي لازم نطبق فيه مجموعة من العناصر. ومن بين هذه العناصر يعني أنه ما يتعلق بالمحيط الداخلي وكذلك بالمحيط الخارجي للمتاحف الوطنية. L'événement avait pour but d'encourager la promotion des musées pour drainer un public nombreux et la sauvegarde de ces infrastructures pour un développement durable du secteur touristique. Surtout on était en train de discuter parce que la direction de la culture, ils vont procéder justement à un grand événement qui est en train de se faire actuellement. D'ailleurs, l'inventaire des sites historiques, d'ailleurs, ils vont les répertorier, que ce soit à Oran, ville, ou alors même dans les communes, dans les villes aussi limitrophes. Donc ils vont essayer un petit peu de répertorier beaucoup de sites qui sont méconnus
Et c'est dommage, l'un des représentants n'est pas arrivé ce matin, c'est dommage. Mais allez, ce n'est qu'une partie remise, comme on dit. Voilà, alors nous, on continue notre débat sur cette journée d'études sur la gestion des risques dans les musées. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé lors de cette journée d'études avec notre journaliste Fatima Merar, qu'on remercie d'ailleurs. Donc, on continue notre débat. Vous nous aviez dit que le musée Ahmed Zabana recelait beaucoup on va dire, de rares pièces qui font l'histoire, qui font justement le patrimoine de l'Algérie. Donc, et là, la journée, c'est que les principaux thèmes, c'est beaucoup plus comment protéger ces musées. C'est-à-dire le thème en général, c'était comment protéger les musées, sachant que, par exemple, dans le cas du musée Zabana, c'est une bâtisse qui va avoir un siècle dans 2-3 ans, c'est-à-dire un siècle d'existence. Tout le monde sait qu'à Oran, centre-ville, il y a beaucoup de remontées capillaires, il y a de l'eau sous le centre-ville. D'ailleurs, c'est une zone très humide. Très humide. D'ailleurs, nous, en tant qu'établissement, on souffre de ces remontées capillaires. Effectivement. Voilà. Et la vétusté de l'immeuble. Et donc, on est en train de penser vraiment à des mesures, en plus de ce qui est dans la réglementation, dans la loi 9804 pour la protection, tout ce qui est patrimoine culturel, etc. Il y a beaucoup de textes qui régissent ce côté-là, mais c'est-à-dire il faut une prise de conscience de la valeur de notre histoire, la valeur de notre patrimoine et la valeur des collections que nous abritons dans les musées. Si je vous dis que, par exemple, dans le musée Zabana, nous avons des objets matériels qui prouvent la présence de l'homme préhistorique à Murjajou, dans les grottes, de Murjajou, et nous avons de l'industrie lithique qu'on a trouvée dans les grottes de Murjajou. Et donc, c'est une preuve matérielle. D'ailleurs, du côté de Messerguine, il y a les grottes préhistoriques et les troglodytes berbères. Mais voilà, oui. C'est-à-dire donc, et au musée, nous avons les preuves matérielles de cette présence de l'homme en cette époque-là. Nous avons la présence de l'homme dans la période antique. Effectivement, oui. Et tout ce qui est période historique avec l'avènement de l'islam. Vous nous donnez alors région, avec ce que vous dites sur le musée Zabana, vous nous donnez on va dire l'eau à la bouche afin de partir et de un petit peu voir ce qui se passe et ce qu'il y a au musée Zabana. Eh bien, nous, au lieu de partir, parce qu'il y a des téléspectateurs qui y habitent très loin, on a même notre communauté algérienne qui se trouve à l'extérieur du pays, qui a envie de voir ce qui se passe et ce qu'il y a aussi, découvrir aussi le musée Zabana. Eh bien, je vous propose ce sujet. On se retrouve toujours avec M. Hicham Sakal. Autant de vocations qui répondent aux attentes de visiteurs le plus curieux et le plus exigeant. Le musée reste l'endroit le plus indiqué pour découvrir l'histoire du pays et son riche patrimoine.
Les trésors du patrimoine du musée donnent un large aperçu sur la richesse du patrimoine national dans ses 3 dimensions et représentent un pan de la mémoire populaire et collective du pays. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié le sujet fait. On va dire, elle est partie. Voilà, c'est un sujet qui a été fait pour le musée Zabana, qui a été construit d'ailleurs, et bien après, des années après, a été ouvert au grand public. Et de toutes les façons, ça fait quand même près d'un siècle que ce joyau architectural qui fait notre patrimoine, qui fait notre identité, surtout à Oran. Donc, oui, allez-y. Dans le même sujet, nous sommes en train de réaliser un site internet, un site du musée. Ah, très bien. Et on a dans les projets à venir de réaliser un film, ce qu'on appelle une visite virtuelle du musée, qui sera dans le site. C'est-à-dire que vous aviez parlé de nos Algériens qui vivent à l'étranger, etc. C'est-à-dire on voudrait que l'Algérien qui vit au Canada, qui vit c'est-à-dire en Europe, puisse visiter le musée, que ce soit le musée Zabana ou d'autres musées nationaux, puisse visiter les musées en cliquant sur un bouton. Et il a une visite virtuelle exactement, dans le musée, et qui sera payante, bien sûr. En plus, oui. Ça va, ça va. Oui, voilà. Alors il y a même des étrangers qui aimeraient justement visiter ces musées, visiter ces sites historiques. Donc il faut essayer un petit peu de les mettre sur le net. De toutes les façons, rien n'est impossible. Actuellement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des miracles. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on met en valeur effectivement notre patrimoine. C'est-à-dire c'est avec la volonté de l'État de promouvoir un peu le tourisme et de faire connaître tout ce qui est richesse de l'Algérie. Parmi ces richesses-là, vous aviez parlé tout à l'heure des sites et monuments historiques qui sont recensés. Il y a un projet pour les classer carrément, de les réhabiliter et de créer des circuits touristiques. Effectivement, d'ailleurs, on a plusieurs circuits à Oran. Il y a plusieurs circuits. Et il y a plusieurs sites qui sont méconnus aussi. Donc, il y a des sites qui sont très importants. Alors, à Oran, il y a beaucoup de forts qui sont méconnus. Oui, à Oran, il y a 14 forts espagnols. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les fortifications espagnoles oranaises. Il y a les forts et il y a les tunnels. Il y a tout un système de tunnels qui relie les forts, etc. Donc, d'ailleurs, ça vient il y a eu un atelier avec le ministère de la Culture et des Arts et qui sont en train d'inscrire c'est-à-dire Oran et ses fortifications dans la liste indicative de l'UNESCO. Effectivement, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, surtout d'ailleurs vous avez abordé, vous avez parlé des tunnels. Les tunnels, alors c'est magnifique d'ailleurs, c'est une construction magnifique d'ailleurs qui relie Oran à Ain el-Turk, c'est ça, jusqu'à Mers el-Kébir, voilà. Et ça peut faire l'objet d'une curiosité touristique, c'est-à-dire de faire des circuits comme ça. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on peut mettre en valeur notre patrimoine, c'est-à-dire en le préservant, en étant prêt à faire face à toute forme de catastrophes, c'est-à-dire qu'elles soient naturelles ou humaines, parce qu'il y a beaucoup vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, l'État algérien, par le biais du ministère de la Culture et des Arts, est en train de récupérer des objets qui sont à l'étranger. Effectivement, Ils guettent les ventes aux enchères un peu partout dans les villes européennes, etc., pour voir si l'objet fait partie de des collections des musées nationaux. Et la preuve en est que dernièrement, à Mascara, avec l'événement de Moubaïa de l'émir Abdelkader, il y a l'épée de l'émir Abdelkader qui a été exposée et qui a été récupérée dans ce cadre-là. Donc voilà. C'est-à-dire il y a un effort colossal
du gouvernement, de l'État en tant que de l'État, du gouvernement et du ministère de tutelle aussi, Ministère qui fait de tutelle, beaucoup pour la préservation du patrimoine. Voilà, c'est-à-dire il y a cette volonté de préserver et de mettre en valeur notre patrimoine. On ne peut pas se permettre de laisser passer les choses comme ça, comme si, heureusement qu'on a, par exemple, par le ministère de la Culture et des Arts, heureusement qu'on a pu classer le couscous, on a pu classer la Cheddat Tlemceniya. Il y a un dossier qui est maintenant en préparation pour classer la Gandora constantinoise, etc. C'est nous, ça, c'est notre identité. Ben oui, la blousa wahraniya aussi. La blousa wahraniya, etc. Et donc, c'est un devoir. C'est un devoir de mémoire et c'est un devoir parce que nous, il ne faut pas oublier qu'on va laisser tout ça à des générations qui vont venir. Alors, une toute dernière question justement sur cette journée. Quel est le but justement de cette journée? Alors, le but primaire de cette journée? Le but, c'est d'être au diapason, les musées nationaux, d'être au diapason de ce qui se passe. C'est-à-dire le but, c'est de prévoir. Et prévoir, c'est 50% de l'intervention. De l'intervention, oui. Voilà, c'est comment être prêt en tant que personnel du musée, dans la collaboration avec les services concernés, la police nationale, la protection civile, la gendarmerie nationale, etc. Comment avoir cette opérer dans l'urgence et avoir cette collaboration quotidienne, c'est-à-dire avec la gendarmerie nationale, on est en contact permanent parce qu'il y a une cellule, une brigade spéciale à la gendarmerie nationale qui est chargée de la préservation du patrimoine culturel. Donc on est en contact presque permanent. Et voilà, c'est-à-dire comment réaliser ça, et il faut que ça soit unifié, c'est-à-dire que tous les musées nationaux, on est dans la même longueur d'onde, et voilà, c'est-à-dire pour... Et sur le même piédestal sur aussi. le même piédestal, pour avoir cette réaction et savoir comment déjà réagir, c'est-à-dire déjà dès le départ, comment réagir face à une catastrophe, face à un tremblement de terre, face à un incendie, face à beaucoup de choses. Et surtout, l'idée est venue parce qu'avec le changement climatique, oui, actuellement, oui. Actuellement, on le ressent d'ailleurs. On le ressent. Dernièrement, à la région de Razawet, il y a eu quand même on a des décès quand même, qui ont été des personnes qui ont été, c'est-à-dire qui ont décédé suite à des inondations, etc. Effectivement, et donc, ça peut arriver à tout moment. Oui, à n'importe quelle heure à aussi. n'importe quelle heure. De nuit comme de jour. Voilà. Et comment, justement, avoir cette réaction face à tout ça et comment être prêt. Voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère pour la prochaine fois vous recevoir encore une fois pour parler de ce patrimoine qui est lourd et qui fait notre identité, dont on est fier d'ailleurs. Et on aimerait bien que la direction de la culture puisse participer à ces débats parce que quand même, c'est très important. Alors, pour la direction de la culture, je pense que, c'est-à-dire ces 2 derniers jours, ils ont organisé justement 2 journées d'information, où il y a eu des interventions pour justement recenser les sites et monuments historiques, sensibiliser les différentes communes pour prendre en charge les sites, les réhabiliter, etc., et les classer. Effectivement. Et en faire un circuit, etc. Donc il y a eu 2 jours, la direction de la culture, bon je parle... Oui, bien sûr, parce qu'à défaut qu'ils ne soient pas présents, c'est dommage. On les a invités, d'ailleurs, notre rédacteur en chef qu'on remercie, Nabi Noui, les a contactés hier. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être de par la circulation, de par, je ne sais pas, donc on essaiera de les contacter tout à l'heure et voir ce qui s'est passé pour aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie. Je remercie encore une fois tous les participants dans cette journée d'études. Je dis aux Oranais que le musée est ouvert,
On est ouvert même le vendredi et le samedi. Eh ben voilà, de 9h du matin C'est jusqu'à... des recommandations de Madame la ministre, oui. Madame Soria Moulouji. On est ouvert parce que nous sommes des établissements culturels Voilà. et nous, on doit ouvrir lorsque les gens Les ne week-ends. travaillent pas. Voilà, Effectivement, oui. pour leur permettre de venir visiter, etc. Donc, marhaba À tout moment. le d'ailleurs. monde. À quelle heure c'est ouvert le vendredi? Alors, le vendredi, c'est de 9h jusqu'à 18h. Très bien. Voilà, et il y a là le moment de salat, Salat, donc voilà, oui. on ferme. Et le samedi aussi, c'est les mêmes horaires. Très Donc, bien. voilà. Ben voilà, c'est tous La les seule jours. journée où on est fermé pour les visites, c'est le dimanche. Parce qu'on, Très bien, on oui, donne, parce que pour laisser un petit- les agents Les agents se reposer voilà. un petit peu. Ben voilà, Très bien. le musée Ahmed Zabana ouvert tous les jours de 9h à 18h, sauf le dimanche, parce que c'est leur journée de repos. Et bien, sans plus tarder, les bienfaits des fruits secs, on se retrouve juste après. Amandes, noisettes, noix, figues, abricots, pruneaux ou raisins séchés. Les fruits secs, des fruits frais ayant été déshydratés et leur consommation remonte déjà au Moyen-Âge où des fruits secs sont devenus incontournables. Les Romains aimaient déjà picorer des noisettes, des figues ou encore des dattes. Quels sont les bienfaits des fruits secs ? Eh bien, les fruits secs sont plus riches en acides gras, en oméga 9, 3 et 6. Par contre, les fruits séchés sont pauvres en acides gras saturés, ce qui est bon pour notre système cardiovasculaire. Les fruits secs ou séchés vont permettre de rééquilibrer les apports en lipides. Ils sont une bonne source de vitamines, bons pour la santé et pour l'organisme. En clair, ils possèdent acides gras essentiels, des fibres, des vitamines A, B et C, des minéraux et oligo-éléments, glucides qui sont des sources d'énergie. Les fruits secs sont des bonnes calories, donc il serait bien de les intégrer à votre alimentation. Les fruits secs améliorent le flux sanguin, ils boostent également l'organisme. Les fruits secs possèdent une faible teneur en eau comparée aux fruits frais et ils sont plus riches en un peu plus caloriques. Mais rassurez-vous, de bonnes calories. Mais quelles sont les catégories des fruits secs ? Il existe 2 catégories. On les retrouve sous le nom de fruits à coque. Ils aident à couper la faim. Amandes, noix, noisettes, noix de pécan, pistaches, cacahuètes, noix de cajou, noix de macadamia, etc. Les fruits séchés, ce sont tout simplement des fruits frais qui ont été déshydratés et ils sont très moelleux, comme raisins secs, abricots séchés, pommes séchées, bananes séchées, figues sèches, dattes, pruneaux, gingembre et beaucoup d'autres. Mais quelles sont les contre-indications ? Il faut faire attention aux allergies causées par les fruits secs. Faut-il manger plus de fruits secs ? Quelle que soit l'activité qu'on a dans la vie moderne, les fruits secs sont bien pratiques. Il suffit d'en manger de faibles quantités pour avoir de l'énergie et tout un apport en sels minéraux, fibres et oligo-éléments. Comment conserver les fruits secs ? Eh bien, les fruits secs peuvent se conserver entre 6 et 12 mois au sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Pour une conservation idéale, les mettre dans des bocaux hermétiques en verre. Eh bien, je parlais beaucoup plus des bienfaits des fruits secs avec notre nutritionniste Feriel Merzouk qui dit toujours oui, qui est présente avec nous. Alors bonjour, ça va ? Bonjour, ça Les va, fruits merci, secs. vous. Allez-y, juste un petit mot. Très riche en oligo-éléments, donc à consommer, avec modération bien sûr lorsqu'on suit un régime, mais sinon c'est très très bon. Et puis c'est bientôt la période de Naïr, donc on va se donner un cœur joie. Effectivement, oui. Voilà, ça sera pour le mois Alors prochain. aujourd'hui, il est question de parler justement sur la stabilisation après un régime alimentaire. Une fois atteint le poids désiré, donc il faut passer à la phase de stabilisation. Alors quand on dit phase de stabilisation, des fois on ne sait pas. Qu'est-ce que la phase de stabilisation ? Alors, la stabilisation, c'est une phase dans laquelle on va réintégrer progressivement tous les aliments supprimés lors d'un régime. En la pratique, pas tout à fait uniquement
jusqu'à l'obtention du poids idéal. Ça serait formidable. Mais après, il y a des moments où la personne se lasse du régime, où elle a un événement qui fait qu'elle doit arrêter le régime. Là, je conseille de passer à la stabilisation. C'est important. C'est justement, ça lui permettra de ne jamais récupérer les kilos perdus, ne serait-ce que 2 kilos par exemple. Très bien. D'accord. Bah oui. Voilà. Et aussi, elle permet si vous voulez, prouver les bienfaits des pratiques qui accompagnent le régime. Je donne un exemple, on en a parlé déjà une fois, l'auriculothérapie. Oui. Donc j'ai souvent cette question, oui, voilà, j'ai pratiqué donc l'auriculothérapie et après, donc dès que j'ai enlevé les patchs, et ben voilà, j'ai récupéré les kilos perdus. Ben justement, c'est parce que la personne n'a pas stabilisé. Ou bien, par exemple, si la personne je ne sais pas, suit une cure, par exemple, dans des appareils minceurs, d'accord ? Donc après l'obtention du poids, voilà, du bon résultat, merci. Donc, il va falloir suivre une stabilisation. Et ça lui permet donc justement de garder un poids stable et pas de perdre encore, comme son nom l'indique. Et oui. Alors, quelles sont les étapes de la stabilisation ? Alors, il y a 2 étapes. Il y a la consolidation, dans laquelle on va venir intégrer tout doucement et progressivement certains aliments et des repas gala aussi. Et il y a aussi la stabilisation définitive. Celle-ci, donc, qui est beaucoup plus longue et durable. Très bien. Alors, du moment que vous nous avez dit maintenant qu'on va essayer, l'étape de consolidation, c'est on essaye d'intégrer quelques aliments. Alors, quels sont ces aliments intégrés ? Alors, si par exemple, ça dépend en fait du type de régime que la personne suit. La plupart du temps, ça va être un régime hypocalorique. Donc, si c'est un régime hypocalorique, ça veut dire qu'il n'y a pas de féculents. Donc là, on va venir intégrer progressivement les féculents. Féculents type riz, de préférence complet, pâtes complètes, pommes de terre, pourquoi pas, pain complet aussi, de préférence, au lieu du pain blanc qui représente 70% de glucides. Moi, je préfère le goût du pain complet, par contre. Excellent. Donc, vous aimez les céréales. Bon goût, d'ailleurs. Un très bon goût. Hein. Tout à fait. Et il est beaucoup plus riche. Et au fait, le pain complet contient le son, justement, de blé. Et c'est ce son-là qui a énormément de bienfaits. Il va prévenir donc du cancer de l'intestin, du diabète, donc des dyslipidémies. Il a énormément de bienfaits. C'est pour ça qu'on conseille donc de basculer vers tout ce qui est céréales complètes, que ce soit pour le pain ou bien pour le riz ou bien pour les pâtes. Très bien. Aussi. Alors, et quelles sont les règles à respecter ? Alors, il y en a beaucoup au fait. Déjà, il faut savoir. Je termine toujours avec la consolidation parce que ça prend quand même beaucoup de temps. La stabilisation, c'est-à-dire que des fois on met du temps à perdre du poids. Oui. Je vais donner un petit exemple. Quelqu'un qui veut perdre 3 kilos, allez, s'il a de la chance et il fait de la bonne activité physique, ça peut arriver en 1 semaine. En 1 semaine, effectivement, voilà. On va être plus raisonnable et dire que ça se passe dans 2-3 semaines. Hein. Je vais dire que c'est 3 kilos en 3 semaines ? À raison d'1 kilo par semaine. Ça dépend du type du régime pratiqué, s'il n'y a pas d'écart, si la personne a suivi un bon... Assidu à son régime. En cas d'assiduité, donc là, on a en 1 semaine. Mais c'est dans le cas où un métabolisme qui est lent. Ça dépend en fait du type de régime, vraiment. Mais je vais faire une moyenne et je vais dire 1 kilo par semaine. Et là, donc, on aura environ 3 semaines. Oui. D'accord ? Eh bien, pour stabiliser justement ces 3 kilos-là, ça marche au fait, c'est 10 jours par kilo perdu. Que la consolidation. Pendant la consolidation. Tout à fait. À part, parce que pendant la consolidation, on perd quand même des kilos, c'est ça ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ça y est, on parle de stabilisation. Très bien. Si la personne est à 80, elle restera à 80. À Sahala, reste-il 80 ? Comme ça. On va dire 60, 62, pas 80. J'ai donné le premier chiffre qui m'est tombé sur la tête, vraiment. Bien que ce ne soit pas mon chiffre préféré, mais bon. Moi non plus. Voilà, très bien. Allez, 60 pour vous faire plaisir, d'accord ? Oui. Donc si la personne s'arrête donc à 60, elle restera justement à 60 kilos. C'est ça. Mais justement, cette consolidation, donc on va toujours maintenir les bases du régime et venir rajouter quelques plats
Et on aura 2 repas gala, comme je m'amuse à les appeler. D'accord. Alors, Donc, quels sont ces repas gala? Alors, dans ce Je suis repas curieuse de les découvrir. Hein. Oui, bien sûr. Dans ce repas gala, vous allez pouvoir manger ce que vous voulez. Vous faire plaisir. C'est-à-dire qu'on peut manger une pizza pleine de fromage, etc. C'est ça? Il n'y a pas de souci. Oui. Ah bon? Ah bah oui, il faut se faire plaisir. Ça y est, maintenant c'est le retour à la norme. Mais on va le faire progressivement. Effectivement, parce que comment on va faire pour ne pas prendre ces kilos? Parce que là, si on s'amuse à prendre des pizzas, lors des repas gala, comme vous dites, on oui, mais il n'y en a risque que 2 par semaine. Ah, ok, d'accord. 2 par semaine, non, pas tous les jours. Ah bah sinon on parle plus de stabilisation et justement c'est ça la bêtise que les gens font. C'est-à-dire qu'on arrête le régime, c'est bon, je suis à mon poids idéal ou presque. Allez, je commence à manger n'importe quoi, n'importe comment. Et justement c'est ça qui... Parce que le corps a cette réputation d'ancien gros, hein. Il la garde toujours. Oui. Et le tissu adipeux, donc c'est des sacs là qui sont vides, parce que la personne a perdu du poids, mais qui sont prêts à être remplis. Donc le moindre petit écart de rien du tout mal suivi, la personne peut reprendre son poids. Vous voyez? Et c'est ça que l'on veut éviter et c'est là où intervient la phase de stabilisation et d'où son importance d'ailleurs. C'est par rapport à ça. Donc lorsqu'on fait ces 2 repas gala, il ne faut pas qu'ils soient bien sûr dans la même journée, que ce soit un peu espacé. Comme ça, pour ne pas faire un gros apport calorique pendant cette journée, si vous voulez, d'accord? Et puis, je vais vous dire, vous avez suivi un régime, vous avez perdu du poids, mais vous avez fait aussi une rééducation alimentaire. C'est-à-dire que le volume de votre estomac n'est plus le même qu'avant. Effectivement, oui. Votre appétit n'est plus la même. On n'a plus envie de manger des fois. Tout à fait. Oui. Et même, des fois, ça y est, on arrive à la stabilisation et que je leur donne donc à mes clients le programme, on va me dire, mais non, c'est beaucoup, je vais reprendre. Je leur dis non, faites-moi confiance, faites-vous confiance et on va y aller tout doucement. Et quand je les revois, donc après pour un contrôle, on me dit, ben non, j'ai pas réussi, j'ai eu le haut le cœur. Voilà, je me suis sentie un peu mal en mangeant par exemple du sucre ou bien de la pizza, comme vous venez de le citer. Oui. Donc c'est pour ça que la consolidation est importante et on va venir, donc c'est pour ça que c'est aussi lent. Hein. Alors pour l'exemple des 3 kilos, ça sera 1 mois, vous imaginez? Alors, 1 mois? Ah ben oui, 10 jours par kilo perdu. Ce qui fait 3 fois 10, ça fait 30, ça fait 1 mois. 38. Vous voyez? Et ça, ce n'est que 3 petits kilos. C'est très rare où on stabilise Donc, à 3 et on peut kilos. stabiliser en combien de temps en général? Ben, ça dépend toujours. Donc des kilos perdus. Quelqu'un qui a perdu 25 kilos, vous imaginez un petit peu? Oui. Mais... 25 mois? Non. Non, c'est 25, donc fois 10. Vous voyez, donc ça fait... Bon, je ne suis pas très forte en calcul mental, voilà, je vais vous le dire. exactement. Donc, voilà. part. Voilà, mais c'est 25 kilos fois 10 jours, d'accord? Donc ça ça fait va 250 être vraiment long, jours. quoi. C'est très long, exactement. C'est très long. C'est justement pour vous dire que des fois, ça peut dépasser les 6 mois, comme dans ce cas, par exemple. Et oui, voilà. Mais la personne ne va pas être frustrée, elle ne va pas se sentir en régime, parce qu'elle aura justement de les repas gala dont on vient Mais il de faut garder parler. toujours l'activité physique. Très important, et c'est là donc on revient aux règles de la stabilisation, c'est qu'il faut maintenir une activité physique et oublier les ascenseurs. C'est très important, parce que justement, surtout après la stabilisation définitive. Ça y est, lorsqu'on a fini la consolidation et qu'on est en stabilisation définitive, là, il faut faire une activité physique. Enfin, normalement, on est censé l'avoir débuté au début du régime. Effectivement, oui. Mais il faut la maintenir. Marcher au moins 30 minutes. C'est un minimum. On commence à brûler le gras au-delà de 30 minutes d'activité par jour. Ça, c'est juste pour le système cardiovasculaire. Et puis, donc, si par exemple on a des courses à faire, il vaut mieux y aller à pied quand c'est un chemin qui n'est pas trop long, d'accord, que de prendre sa voiture, par exemple. Donc, pratiquer, si on n'est pas sportif, on gagne donc une petite activité physique rien qu'avec ces petites habitudes. Voilà. Et sinon, aussi, il faut maintenir une bonne alimentation qui reste quand même équilibrée. Justement, j'allais arriver à la bonne alimentation qui doit rester équilibrée. Alors, par exemple, une journée, on va dire, de stabilisation, point de vue repas, on va dire, point de vue tout ce qui est à ingurgiter, si j'ose dire. Parce que nous, des fois, parce que, comme on dit, il y avait, je lisais sur des réseaux sociaux que le régime, c'est là-dedans. C'est dans notre subconscient conscient qu'on fait un régime. Si on est convaincu, on peut le faire. Si on n'est pas convaincu, c'est risqué parce que ça risque de tomber à l'eau. Donc, comment constituer
une belle assiette pour la stabilisation? Alors, déjà, je tiens à revenir sur un point. Donc, oui, il y a toujours un facteur qui fait qu'on doit, qui nous pousse à faire ce régime-là, justement. C'est soit parce qu'il y a une robe qu'on veut porter et qui n'ouvre plus. Ça s'applique pour les hommes aussi. Hein. C'est généralement les chemises. Oui, hein, voilà. quand on commence à faire Oui. voilà, C'est trop serré. les petits arcs, voilà. Donc là, c'est un petit peu la sonnette d'alarme, ou bien c'est une question de santé. Hein. Ça arrive très souvent. Donc, disons qu'on est motivé. Alors, lorsqu'on est motivé, c'est déjà très bien. On pratique le régime, il est important de consulter un professionnel. Parce que tous les régimes ne vont pas à tout le monde. Effectivement. D'accord. Donc, des fois, on pense bien faire et justement, non. On ne fait pas. Voilà, tout à fait. On foire. Des fois, on foire tout. Oui, et des fois, on risque des carences, justement. Parce qu'il y a les régimes à la mode. Voilà. Et qui ne vont pas à tout le monde. Effectivement. Donc, il faut que ce soit bien sûr adapté au métabolisme de chacun, aux besoins énergétiques de chacun et au cas de chacun, qu'il ait des pathologies ou pas, excusez-moi, d'accord? Oui, non, donc c'est par rapport à ça. Et puis donc je vais donner une assiette type, hein, vraiment, oui. d'une personne. Parce qu'une stabilisation, c'est-à-dire une assiette de stabilisation ne peut pas être, on va dire, les assiettes ne se ressemblent pas. Voilà. Parce que ce sont des différents régimes, c'est ça? Parce que ce sont de différentes personnes. Ah voilà. Vous voyez, vous, moi, lui, vous voyez. On ne se ressemble pas. Voilà. Chacun son corps, chacun son métabolisme, chacun ses besoins. Et chacun ses pathologies, et chacun ses carences, et chacun ses... Vous voyez. Très bien. C'est par rapport à ça. Mais si je donne l'exemple donc d'une personne adulte, saine, donc qui a atteint on va dire dans les 1800 calories, là on aura donc le petit déjeuner, que ce soit café ou thé, idéalement sans sucre, parce que normalement on s'habitue à cette habitude. Bonne habitude. Voilà, tout à fait. Ou bien remplacé par de la stevia. Ça peut être bien aussi, comme on en a parlé la dernière fois. Aussi, donc, prendre son petit gâteau sec. Alors, si c'est une grosse part, ça sera une pièce. Sinon, c'est 2 petites. D'accord. Idéalement, un fruit, pourquoi pas, hein, le matin. Mais après, ça dépend donc quel fruit? Quel fruit et de la taille du fruit aussi. Alors, là, on est en... Est-ce qu'on peut consommer pendant, on va dire, pas tous les jours, bien sûr, hein, des bananes? Parce qu'elles sont vraiment... Lors de la consolidation ou la stabilisation définitive? Les deux. Non. Alors, consolidation, non. Pas de banane et pas de raisin. Parce que c'est des fruits qui sont assez sucrés. Pas de pastèque? Non, il n'y a aucun problème. Très à part bien. ces deux-là, cerises aussi. Bon, c'est pas la saison, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Donc, pas de banane, pas de raisin et pas de cerises. Alors, pour les personnes qui adorent les cerises, c'est raté. La fraise, oui, par contre. Oui, il n'y a aucun problème. Très bien. La fraise, tous les autres fruits sont permis. Bien sûr, à quantité modérée. Ah bah oui. La taille d'une grosse pomme, par exemple. Une pièce. D'accord. Donc, et sinon, donc dans la consolidation, non, la banane n'est pas permise. Pardon. Très bien. Par contre, dans la stabilisation définitive, oui, elle l'est. Il n'y a aucun problème. Très bien. Donc, on peut l'intégrer. Tout à fait. Ça y est, stabilisation définitive, on mange Ça y est, ce qu'on c'est veut. bon. Mais à bonne quantité. Si par exemple, vous voyez que vous avez pris un bon goûter, un café comme on l'aime, nous les Algériens. Exactement. Comme on dit. Tout à fait. Voilà. Généralement avec les bons gâteaux et tout, donc dans le dîner, on va faire attention. Avec un macarotte, par exemple. Moi, j'adore le macarotte. Très bien. C'est mon péché mignon, d'ailleurs. Ah bon, c'est bon à savoir. Excellent. J'en connais une qui le fait très bien, d'ailleurs. Oui. Si vous prenez donc le macarotte pendant, au moins veillez à ce que votre thé ne soit pas sucré. Non. Même mon café, il n'est pas sucré. Parfait. Non. Excellent. Lorsque vous passez en stabilisation, donc il faut faire attention. Si vous n'avez pas faim, vous n'avez pas envie de dîner, dînez léger, une petite soupe, une petite salade, d'accord? Mais ce ne sera pas un repas copieux. Pardon. Voilà. Donc vous voyez, il faut être à l'écoute de son corps. C'est pas parce qu'il faut manger qu'on doit aller manger. Et vice-versa, hein, c'est-à-dire si on a faim, il
faut aller prendre cette petite soupe légère. Ou Si bien on a cette faim, salade. bien Tout sûr. à fait. Parce que des fois, tellement qu'on n'a rien à faire, et comme dit aussi le proverbe français, oisiveté est maîtresse de tous les vices, des fois on n'a rien à faire à la maison, on ouvre le frigo et on ingurge n'importe quoi. Tiens, je vais manger un petit yaourt, tiens, je vais manger ça, C'est tiens, de je la vais... fausse faim, une faim émotionnelle des fois Effectivement. aussi. hein. Exactement. oui. Voilà. Eh ben non, là il faut faire attention justement, c'est-à-dire il faut aller s'occuper autrement, soit peut-être faire une petite marche, pourquoi pas une petite activité physique, Oui. ou bien s'occuper positivement que d'aller donc consommer un aliment dont on n'a pas besoin, surtout s'il est sucré. Voilà. Exactement. Donc le midi, Alors à midi, donc on aura toujours protéines, légumes. Là, on est donc toujours en phase régime. Intégrer une source de féculents, donc que ce soit pommes de terre, riz, pâtes, ça dépend. Et bien sûr, ça ne doit pas être le repas principal. C'est-à-dire qu'on ne va pas déjeuner le riz. C'est un accompagnement. Très D'accord. bien. Donc il y aura du riz avec protéines et légumes, par exemple, petite viande bien. avec une salade. Oui. D'accord. Et puis, donc pour le gras, il faut toujours maintenir une bonne source. D'accord. On va aller donc vers une cuillère à café d'huile d'olive, pourquoi pas, par personne bien sûr. hein. Oui. Et donc après, on aura soit le fruit, soit un fromage, par exemple. Alors Voilà. fromage, il faut aller vers l'allégé. Ben oui, Donc environ 40 grammes. très bien. D'accord, de fromage. Après, donc pour le goûter, on peut toujours prendre un thé. Ah, il y en a le goûter gala. Ah, un thé avec Le goûter gala, avec un un macarotte, c'est ça? On sera invité chez vous, on mangera ce que vous nous donnerez, aucun souci, parce que justement, ce repas gala, juste- Macarotte, attendez, alors Ah, actuellement, ah, c'est la saison des poires. Donc, on a toujours une tarte bourdaloue à la maison, avec une amandine, Eh bien. des poires dessus, D'accord. donc et des amandes effilées. Donc, ça va. Une part, ça va. Voilà. Ça peut pas... Il ne faut pas se resservir. Ah non, 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 non. Une part, un petit triangle et pas très grosse aussi. hein, donc, Il n'y a aucun problème. donc, c'est tout. Excellent. Alors, vous voyez que le repas gala, finalement, il peut être sucré comme salé. Oui, effectivement. Voyez, c'est-à-dire- Parce que moi, personnellement, je prends un bon café qui n'est pas sucré avec une part de tarte de bourdaloue, par exemple, ou alors un macarotte, etc. Donc, c'est tout. Pas les deux en même temps. hein. Attendez, hein. Parce que vous allez dire que c'est Imen qui l'a dit. J'ai rien dit. Moi, non. j'ai dit l'un des deux. C'est-à-dire, ça peut aller même mscucho, par exemple, un cake au citron, une tarte au citron, mais une petite part, pas... Tout à fait, histoire de se faire plaisir. Voilà, Et il est exactement. important que, lors du repas gala, il est important de prendre son temps et de savourer ce qu'on mange. Voilà. Parce que ça va être 2 fois par semaine, pas tous les jours. Très Et bien. il faut savoir refermer la porte aussi après le repas gala. C'est-à-dire qu'après, on revient un petit peu, parce qu'on est en revient à nos consolidation. bonnes Tout à habitudes. fait. Voilà, tout Tout à simplement. Parce que c'est pour notre bien-être aussi. Exactement. Et c'est la phase la plus difficile. Oui. Ce qui est plus facile. Bon, pour un début, c'est difficile de pratiquer un régime, mais après, on s'habitue. Oui, effectivement. Mais ce qui est encore plus dur, c'est de réintégrer justement ces aliments et surtout... Et ne pas reprendre. Ah bah oui, voilà. Donc il faut prendre son temps et être à l'écoute de son corps aussi. Et le soir? Alors le soir, on revient donc à un bon dîner léger, parce que vous avez eu votre repas gala, donc ça sera une bonne soupe, pourquoi pas avec un blanc de poulet, ou bien une bonne salade César, pourquoi pas, d'accord, avec quelques petits bouts de fromage. Voilà. Voilà, allégé bien sûr, ou bien du goutin. Très bien. Donc, et ça peut prendre quand même des mois suivant notre métabolisme. Tout à fait. Merci beaucoup, Feriel Merzouk. C'est un plaisir de vous Je vous en recevoir prie. et d'avoir quand même de bons conseils suivis par une nutritionniste qui est là avec nous, qui est présente lors de Bonjour d'Algérie, je le rappelle, de la station régionale d'Oran. Alors, Oui, allez-y. Oui. Merci. Donc, يعني مولات الدار. راكي مولات الدار مرحبا احنا رانا معروضين عندك. carrément, On est des alors. invités avec vous. Ça, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. Alors, je tiens juste à préciser, bon, c'est hors sujet. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Je voudrais le lui souhaiter. Bon anniversaire. Donc, merci. l'amr, Inch'Allah. Allah yahafdak, merci Une beaucoup. longue vie. Donc, une longue vie en pleine santé. Et voilà. je vous embrasse, toi et mamie. Merci beaucoup. Voilà, Merci. voilà. Voilà. Alors, on va s'intéresser justement aux côtés de la santé, puisque Ilyas Benziyen a assisté aux journées de sensibilisation contre le cancer de la prostate. Et c'était la semaine dernière, le 29 et le 30 à l'EHU, 1er novembre. Et on se retrouve juste après. Novembre bleu, un mois symbolique d'une lutte acharnée contre une maladie ravageuse,
le cancer de la prostate. Bou Abdallah, 71 ans, retraité, se rend à l'établissement hospitalier universitaire d'Oran 1er novembre 1954, et ce pour un dépistage préventif. أنا جيت اليوم باش ندير الديبيستاج تاع الكونسير تاع لا بروستات. سي une initiative مليحة pour les gens âgés de faire هذا le test et ainsi de suite parce que donc c'est une maladie qui est en train de se propager à l'échelle nationale. Je conseille aussi à des gens âgés de se présenter au service Euro pour faire les tests parce que avec l'âge et ainsi de suite, en plus de ça, c'est gratuit. Il faut savoir que ce cancer de la prostate est le premier cancer en urologie et c'est le troisième cancer chez l'homme après les cancers du poumon et les cancers colorectaux. C'est une maladie silencieuse, d'où l'intérêt du dépistage. Il faut savoir qu'il y a un homme sur 9 qui va être atteint de ce cancer après 50 ans. Selon les nombreux spécialistes du secteur, une seule solution pour éviter le pire, le dépistage précoce. Le dépistage il est adressé à tous les hommes à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans. Il consiste par un prélèvement sanguin pour faire le taux de PSA et un toucher rectal. On a eu énormément de gens qui sont venus donc, se faire dépister. Alhamdoulilah, ça a été donc, un succès. Donc, on a eu beaucoup de patients qui ont fait donc, le test hier, qui sont venus récupérer les résultats. Donc, et ils ont été orientés d'après les résultats de ces examens cliniques et ces examens biologiques, donc, qui est le taux de PSA à la consultation de l'EHU d'Oran à notre niveau. Donc les patients qui n'ont pas, donc, pour lesquels le bilan clinique et biologique n'a pas été suspect, donc ont été on va dire relâchés, mais les patients chez qui on a constaté une anomalie au niveau du bilan clinique ou biologique ont été orientés donc, à la consultation de notre service pour continuer les procédures, donc continuer les examens complémentaires afin de dépister s'il y a donc un cancer silencieux ou pas. ولهذا ندعو جميع الرجال ما بين 50 سنة حتى 75 سنة يتقربوا لمصلحة الأمراض البولية وهذا طيلة السنة ومرحبا بالجميع. La détection de ce cancer doit se faire sur les 12 mois de l'année, pas uniquement le mois de novembre. Donc il faut que ça soit les années doivent être bleues et roses et pour essayer d'avoir donc ces cancers à des stades véritablement précoces qui nous permettent donc de mieux les cerner, de mieux les traiter avec un coût moindre par rapport aux formes qui sont avancées, métastatiques, où le coût de revient est vraiment très très onéreux. Une maladie silencieuse, le cancer de la prostate est et demeure un combat que nous nous devons de remporter à tout prix. Eh bien voilà, on a fait un petit tour lors de cette journée de sensibilisation contre le cancer de la prostate. Et c'est Ilyes Benziyen, je le rappelle, qui s'est intéressé à ces deux journées d'ailleurs prévues qui se sont déjà passées le 29 et le 30 à l'EHU d'Oran. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, le patrimoine vestimentaire est présent en cette matinée à la station régionale d'Oran. Alors croyez-moi, vous allez bien vous rincer les yeux avec des tenues traditionnelles magnifiques, avec des kérekos magnifiques. Et tout cela, ce sont les mains de fée de Madame Nedia Berouiguet née Bensrir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Leyselmek, c'est réciproque. Bon, c'est Madame Berouiguet Leïla. Ah, Leïla, c'est pas Leïla. Nedia. Non, c'est Leïla. Je ne sais pas pourquoi je dis Nedia au lieu de dire Leïla. Je dis Leïla au lieu de dire ML. Je ne sais pas ce qui se passe. Très bien. Donc, c'est Madame Leïla. Exactement. Très bien. D'accord. C'est un plaisir d'ailleurs de vous recevoir. Le plaisir est vous partagé. êtes couturière, styliste, modéliste. Exactement. Vous créez, justement, vous êtes dans la création beaucoup plus. Exactement. Donc, parlez-moi de vous. Bon, alors c'est Madame Berouiguet Leïla. Oui. Je suis biologiste de formation. Justement, je voulais beaucoup plus que vous me disiez ça. Oui. J'ai Parce fait que vous biologie êtes à l'université. Voilà. J'ai Alors, fait 4 ans. Alors, comment s'est faite la transition entre être biologiste et être dans la création? Parce que j'aime ce que je fais. Tout simplement. J'aime la couture. J'aime tout ce qui est khet ou ibra et tout.
J'aime tout Vous ça. avez baigné dans ce domaine? Est-ce qu'il y a, par exemple, peut-être que votre maman, votre grand-mère... Ah non, non, c'est un don. Non, non, Très pas bien. du tout. Oui. Depuis que je suis enfant, j'aime le khaytou libra, j'aime tout ce qui est traditionnel, les tenues, les kérékos. Et voilà, après mes études supérieures, je me suis lancée dans la couture. Et je ne regrette pas parce que c'est un travail très, très intéressant. Et en parallèle, j'ai pu m'occuper de mon foyer. Donc, je m'occupais de ma maison, de mon mari, de mes enfants. Et en parallèle, je ne suis pas restée inactive. J'ai travaillé. Et j'ai travaillé dans un domaine que j'aime. Et quand on aime quelque chose, on se donne. Ben oui, bien sûr. Voilà. Et là, on est pour la création, on ramène toujours des touches modernes sur la tenue traditionnelle, tout en la protégeant, bien sûr. Effectivement, c'est ce qu'on très voit d'ailleurs important. devant nous, c'est que vous avez gardé l'authenticité du kérékou et puis avec une certaine modernité dans le perlage, on va dire dans les croquis, dans les dessins, on va dire. Exactement, exactement. Comment vous faites les dessins? Comment vous les faites? Parce que là, je vois que ce n'est pas commun. Non, c'est pas du tout. On est toujours pour la création. On cherche toujours un nouveau dessin, un nouveau travail. Bon, j'ai toute une équipe qui travaille avec moi au niveau de ma wilaya de Tlemcen, parce que je suis d'origine de Tlemcen. De Tlemcen, oui. Voilà. C'est juste à côté. Hein. C'est juste à côté, oui. C'est juste à côté. Alors, à Tlemcen, j'ai toute une équipe. J'ai des gens qui me font des dessins. Bon, on travaille, bien sûr, on compare ensemble. Donc, le choix du dessin, bien sûr, les découpes. Je suis beaucoup plus pour le classique, parce que le classique, il se démode jamais. Effectivement, oui. Voilà. Et puis, bien sûr, quand on fait une veste ou une tenue, il faut toujours, bien sûr, choisir le choix du tissu en premier. C'est ce que j'allais vous poser comme question. D'ailleurs, je vois sur les deux mannequins qui sont là. Alors, il y a un kérékou qui est en noir. Très joli d'ailleurs, comme on dit, il est bien chargé d'une certaine façon, avec des dessins qui sont très fins, bien chargés et fins. Donc ça c'est très beau, tout à l'honneur de notre patrimoine. D'ailleurs vous avez gardé la découpe justement, et vous avez, classique. Mais il y a une certaine modernité. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez utilisé comme matière? Alors là, pour cette veste-là, bon, pour toutes mes vestes, en premier lieu, je choisis d'abord la qualité du velours. Et là, j'ai pris du velours cotonné. Ensuite, c'est ma découpe. Elle est très, très importante, la découpe. Et tout dépend, bien sûr, du goût de la personne qui va la porter. Bien sûr, on travaille toujours avec la personne, on se pose des questions. Je suis là pour les encadrer, pour les guider, bien sûr. Ensuite, on a le dessin, le choix du dessin. Et après, c'est comme le kérékou, c'est shara. Shara, c'est genre d'une broderie. Le noir. Le noir. Kamel hadou les vestes que j'ai ramenées. Et le rouge? Le rouge aussi, le grenat. Aussi, c'est shara et perlage. Après, bien sûr, on a le choix, les estraces, le matériel qu'on va mettre à l'intérieur, les khamas et tout. Alors, c'est le choix, les estraces. Les estraces, toujours, je choisis les maïchbouch. On dit les estraces al mensouj. Ah oui, d'accord, qui ne s'accrochent pas. Qui ne s'accrochent pas. Après, on a tout ce qui est cristaux, tout ce qui est les gouttes, le sauce et tout. Voilà. Et on voit d'ailleurs les dessins qui se ressemblent un tout petit peu, parce que pour le rouge, c'est très fin d'ailleurs, on voit la veste. Alors la veste du rouge et la veste du noir, elles se ressemblent parce qu'elles ont la même découpe du col. Je suis toujours pour le classique. Voilà, mais c'est ce que j'ai vu. Une cliente qui veut une autre découpe, bien sûr, on est là. Sur le carré, par exemple, sur le col bateau, le V, il y a plusieurs découpes. Comme la veste que je porte, c'est avec basque qui est tendance justement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, avec une basque, oui. Voilà. Vous pouvez vous mettre debout? Oui, bien sûr.
Il veut juste faire attention. Ah ben voilà, c'est Voilà. très joli, hein, debout. Je ne sais pas si notre réalisatrice, Esma Sadiq, ben voilà, elle a zoomé. Donc c'est très joli. Avec, est-ce que vous utilisez les mêmes matières pour toutes les vestes? Non. Non, pas toutes les mêmes. Bon, les strass, c'est bien sûr, c'est un truc qu'on met sur toutes les vestes. Mais sinon, question perlage, non, à chaque fois, on change. C'est un domaine très, très vaste. Effectivement, C'est oui. immense, c'est immense. Oui. Quand tu vas acheter la mercerie, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Il y a de tout. Il y a les strass, il y a les cristaux, il y a les zircons, il y a... bon, c'est... Oui. Derbouka, le 3D. C'est quoi Derbouka? C'est la des petits- Derbouka, là? Oui, c'est genre comme genre de Derbouka, c'est Hado. C'est les Hado les Ah, petits. d'accord. Oui. Voilà. Et puis il y a le cristal, le nuancé, il y a le doré, l'argenté, il y a les couleurs. Surtout qu'actuellement, on ne se limite pas aux couleurs classiques que portaient nos grands-mères et nos mamans. Parce que ça se portait... Bon, elles portaient le rouge, le noir, le bleu et le mauve. C'est tout ce qu'il y avait. Ou alors le vert foncé. Mais là, déjà... Dans le vert, il y a plusieurs verts, il y a plusieurs Exactement, bleus, tout il y a un plusieurs... dégradé. Exactement. Et on utilise qu'aime les couleurs. Toutes les couleurs sont utilisables. D'accord? Et maintenant, elles osent les couleurs. Oui, comme le rose clair, l'orangé, le jaune, le D'ailleurs, le mauve. on a des images que vous nous avez ramenées. Donc, est-ce qu'on peut les... Voilà. Alors, arrêt sur image, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce joli careco, d'ailleurs, qui est en bleu pétrole, c'est ça? Non, c'est un bleu-gris. Ah, voilà. Oui, c'est un bleu-gris. Vous avez utilisé de l'argenté ou du doré. Du doré. Oui. Vous avez osé, là? Oui. Parce que généralement, on dit, quand c'est une dérivée de gris, c'est qu'on utilise l'argenté. L'argenté. La hada, là, c'est un bleu-gris. Oui. C'est très joli. Oui, c'est un bleu-gris. Bon, j'utilise beaucoup plus du doré, c'est vis-à-vis de la mariée. Elle préfère beaucoup plus porter le doré que l'argenté. Que l'argenté ils mettent leurs accessoires. Ah, d'accord. Les parents, le mari. Le mari. Ben oui. Voilà. Donc, Très bien. on a tendance de... Bon, Hadi, la photo, c'était au salon du mariage à Oran, au Méridien. Oui, très bien. Alors, la deuxième photo, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est toujours au Méridien. C'est une... On ne cite pas le nom des hôtels, voilà. D'accord. Oui. Là, c'est toujours au salon du mariage. Oui, très bien. C'est au centre des conventions d'Oran. D'Oran. Voilà. Très centre bien. des Alors, la conventions troisième photo, voilà. Ça, c'est très beau. Oui. C'est un carec en tissu, en blanc. Très bien. Alors, quelle est la matière du tissu? Du brocart? Non, le pantalon, il est en brocart, pantalon d'hieri, ou la veste, il est en satin. Et là, j'ai mis du bronze. Très bien. Pourquoi vous avez utilisé le bronze? C'est pour changer, c'est beau, il y a tendance aussi. Très bien. Il y a Et cette belle, on va dire, cette belle jeune fille d'ailleurs, qui porte si bien le karekou. Le mannequin, oui. Alors toujours, on reste toujours sur le classique. Toujours. Ils sont tendance maintenant. Très bien. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça, c'est cette les découpe. mariés, ils vont vers ce classique et ce modèle. Très bien. Il y en a plus, ça y est, c'est fini? Normalement, non. Normalement, non. Normalement, il y en a d'autres. Normalement, il y en a d'autres. Eh ben, on le demande à notre assistante réalisatrice, Selma. Et je ne fais pas que le Ah, très bien, d'accord. Donc, on attend un petit peu juste le temps de les préparer. Donc, on y reviendra vers, ben voilà, la Gendora. C'est une constantinoise. Constantinoise, c'est ma création. Alors là, j'ai changé complètement le dessin. D'habitude, on voit d'autres dessins sur la constantinoise. Oui. Là, c'est autre chose. Justement, voilà, c'est un autre style. Un autre style, complètement un autre style. Avec on va dire, d'autres... alors, vous n'avez pas utilisé les grands panneaux, on va dire. Voilà. Il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas de... Non. Vous avez modifié un petit peu la constantinoise. La constantinoise. C'est de quelle couleur? Elle est grenat. Elle est rouge Bordeaux. Plutôt, c'est du Bordeaux, pas du rouge Bordeaux. Voilà.
Et entre Très bien. parenthèses, je ne fais pas que les kérékos, je Voilà, fais tout ce qui est traditionnel. Je fais la blouse, je fais le kaftan تاع الشدة. Ah, d'accord. Oui, alors à Tlemcen, on fait le traditionnel بالفتلة, mais là à Oran, on fait les deux. On fait le traditionnel فتلة, hein, et on fait aussi ce qui est tendance beaucoup plus, c'est le shara et tamar. Ah, d'accord, très Voilà. bien. À Tlemcen, on met le fota. فوق هنا à Oran, non, العروسة, bon, يعملوا الفوطة, mais comme je travaille avec à Oran, donc on me commande juste la blouse, la veste chez Chia. Ah, d'accord, c'est tout. Voilà. Donc, on ne met pas le truc. هذاك c'est non. bon, ils travaillent beaucoup plus avec la mariée. Donc, Très bien. voilà. Et je fais aussi les constantinoises, je fais bon, tout ce qui est traditionnel. Très bien. Je travaille aussi avec les jeunes filles, hein, toute catégorie de femmes. Donc, je travaille avec la jeune fille. J'ai des vestes et des tenues spéciales Et justement, pour jeunes celles filles. qui ne sont pas mariées. Voilà, comme par exemple une robe qui est godée, par exemple, avec un joli boléro. C'est très Chaque beau, fois, ça. on change de modèle. Sinon, on encadre la mariée. Alors, tout ce qui est blousa mensouj, kereko, khaftan Surtout à Oran. shidda. À Oran, d'ailleurs, c'est le blousa. Il n'y a pas uniquement une blousa, d'ailleurs, dans le En général, dans le trousseau maintenant, de la la mariée. mariée, c'est deux. En général, par expérience, c'est blouse à mensouj et une autre blouse en parallèle. Mais dans les familles oranaises, il n'y a pas que deux. Hein. Il y a au moins 4, ça c'est minimum, le nombre minimum de la blousa wahraniya. Donc généralement c'est le blousa ta'al mensouj, blousa de sortie, De etc., sortie. de soirée, etc. Il y a le blousa ta'al waqar. Par contre, oui, même à Tlemcen, on le fait. Ah ben voilà. Oui. Et on le fait avec comme les accessoires, avec la ceinture. Voilà. Oui. Donc il y a plusieurs blousettes que commande généralement la mariée oranaise. Voilà, pour son trousseau avant son mariage. Après, il y a aussi khwatat l'Arosa, la femme Celle qui qui veut la marier sa fille Sa ou fille. son fils. Eh Donc, oui. on prend soin de toute catégorie de femmes. De femmes, oui. Voilà, qu'elle soit, elle va se marier ou elle va marier déjà sa fille ou son fils, ou une jeune fille qui va assister à un mariage, une cérémonie. Donc, vous êtes prête à toutes les habiller selon justement le statut, on va Le dire, statut de la fille, de la la jeune fille. fille, de la mariée. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci, C'est c'est très très gentil gentil à d'avoir vous. accepté notre invitation et merci de nous avoir ramené des pépites Merci traditionnelles. Et bien, de Merci toutes les beaucoup. façon, ce n'est pas la dernière fois où on va Inch'Allah. vous recevoir au Bonjour d'Algérie. Inch'Allah. Donc, Merci certainement, beaucoup. vous Je allez suis faire honorée. partie prochainement, pourquoi pas, revenir avec d'autres créations. C'est sûr. Pour l'année 2024. Pourquoi pas? C'est Parce sûr. qu'on est au seuil de 2024. Donc, et la mode change, même dans le traditionnel, la mode change. Merci beaucoup. Merci beaucoup, C'est très Imen, gentil. c'est Eh très bien, gentil. une chanson en solidarité avec le peuple palestinien. On se retrouve juste après. يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني لاشتف بالحبر عوارك صيني يا فلسطيني علي جرالش يا فلسطيني شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين ما ودعتكم عوارك صيني ليش
avons un invité qui est en train de me poser la question, est-ce que je... Attendez, on est en plein direct. Ah bon? Oui, ben voilà. Vous êtes en pleine antenne. Oh, excusez-moi. C'est un plaisir, non? On aime bien tout ce qui est naturel, tout ce qui est, on va dire, voilà. Mais vous êtes beau, hein? Pardon? Oui, vous êtes beau, hein? Il n'y a pas de souci. Très bien. Bonjour. Bon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ce sont nos invités qui nous viennent tout juste de Misk El Ghanaim, Mostaganem, la belle ville de Mostaganem. D'ailleurs, on est à même pas 80 km, donc à même pas 1 heure de route de Mostaganem. Eh bien, nous avons avec nous M. Azouz Benhiba, bonjour, président de l'association El Amal. Marhaba bik. Très bien. Vous êtes accompagné d'un grand monsieur, d'ailleurs, c'est M. Abdelrahman Mostefa. Alors vous êtes cinéaste et photographe. Oui. D'ailleurs, on a reçu beaucoup, vous nous avez ramené beaucoup de photos, donc et ça nous fait vraiment plaisir de les découvrir à travers l'émission Le Bonjour d'Algérie. Alors parlez-nous un petit peu de l'association ML, qui organise justement un événement. بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة. Merci à vous. أولا جمعية الأمل للفنون لولاية مستغانم هي جمعية ولائية تأسست في جوان 2022. 2022. Donc c'est une association jeune. ذات طابع ثقافي. Quelles sont les missions primaires de l'association ML? ML أولا هي خدمة جميع الفنون منها التشكيلية السينمائية الصورة الفوتوغرافية المسرح وهي في غايتها تخدم جميع الفنون الموجودة في مستغانم. Très bien. Alors parlez-nous justement, il y a quand même, vous êtes en train de préparer un événement. Un très grand événement d'ailleurs, et très important dans le monde de la culture. بالنسبة للمسابقة الوطنية للصورة الفوتوغرافية أيام 23 24 25 و 26. Alors attendez, le 23, le 24, le 25, le 26 décembre. D'accord. Décembre, donc c'est 4 jours. 4 jours. في برنامجها عندنا أولا عندنا معرض للمشاركين. Une exposition. exposition للمشاركين عبر الوطن لأنها مسابقة وطنية. Très bien. Avec combien de participation? رانا واصلين حتى الآن وصلنا إلى 257 مشارك أغلبهم من الجنوب. Ah, quand même. أغلبهم من الجنوب. On va avoir des merveilles d'ailleurs. قامت بالنسبة للبرنامج أنا أول في اليوم الأول كان هناك افتتاح ثم عندنا بما يسمى المعرض الوطني للصورة الفوتوغرافية للمشاركين. ثانيا Ça c'est très important d'ailleurs, c'est un métier qui commence à disparaître. ثانيا عندنا بالنسبة لنفس المشاركة عندنا كنقولوا عندنا الافتتاح تاع المعرض ثم عندنا تدخلات من طرف أناس مختصين في الصورة الفوتوغرافية. نعم في الصورة الفوتوغرافية وكذلك في الورشات وعندنا ورشات بالنسبة للانفوغرافي والصورة الفوتوغرافية وعندنا عرض أفلام للصورة الفوتوغرافية وورشات في نفس الوقت. ثم عندنا تكريم بعض الفنانين بعض الفنانين تكريم 4 فنانين من مستغانم ومن أرجاء الوطن.
Très bien, alors je reviens vers vous, Monsieur Abdelrahman Mostefa. Alors vous, vous êtes cinéaste et photographe, donc Oui. vous allez participer ou alors vous allez encadrer des jeunes. Pardon. Je vous en prie. Bonjour pour vous, pour toute l'équipe. Bonjour d'Algérie, à Oran. Mes amis de l'association Founoun Amal m'ont sollicité il y a à peu près 3 mois, à peu près, pour intervenir dans ce concours national qui rassemble beaucoup de photographes venus de l'ensemble de l'Algérie. Donc, j'ai proposé à nos amis pour, avant tout, dans ce salon, non seulement parler d'art sur le plan technique, mais parler des photographes algériens qui ont marqué la photographie, le film, le cinéma, etc. et qu'on a malheureusement oublié. Même à Oran, il y a de grands photographes qui ont été formés à l'époque du Djamhouria, enfin la République. Oui. On a formé des journalistes, mais on a formé aussi des photographes. On rend hommage aux photographes algériens dans une intervention que je vais animer le premier jour, en après-midi, qui prendra à peu près 1 heure à peu près. D'accord, et quel est l'intitulé de votre intervention? Pardon? Quel est l'intitulé de votre quel est intervention? l'intitulé? Merci madame. L'intitulé c'est les photographes algériens. Qui sont-ils? Parce que quand on demande à un jeune qui a, disons aujourd'hui 30-40 ans, ils ne connaissent pas les photographes algériens. Or, les photographes algériens ont marqué la photographie bien avant l'indépendance, à ce jour, et ils sont allés ensuite dans le cinéma. Effectivement, parce qu'ils ont marqué aussi la Révolution. Pardon? Ils ont marqué la Révolution. Absolument. Il y a des grands photographes, notamment, je vais vous évoquer, madame, le grand photographe Tar Hannash, qui a commencé comédien. Nous sommes en 1930. Ensuite, cadreur, assistant. Il a notamment travaillé sur peut-être une trentaine de films à l'étranger. En France, même aux États-Unis, à Hollywood. Tar Hannash, qui est originaire de Constantine. Oubli, amnésie, je ne sais pas. Donc on rend hommage aussi à un doyen qui a couvert la Révolution dans les maquis, qui est Mohamed Kouassi, que j'ai l'honneur de connaître à Alger, et qui a fait notamment beaucoup de reportages photographiques qui ne sont pas, encore une fois, connus du grand public. Donc, dans le but de ce concours de la photographie, c'est de les amener, de les guider à découvrir les doyens. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, et là, je reviens vers vous, justement, parce que vous êtes photographe professionnel et cinéaste, bon, bien sûr. Donc, et là, vous nous avez ramené, d'ailleurs, beaucoup de photos que vous avez prises. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est quoi? Alors, c'est que vous vous focalisez sur tout ce qui est Ouahda, c'est ça? Ou alors, ça, c'est Sidi Lakhdar Ben Khlouf, c'est ça? C'est, ouais, au sens large, depuis des années, je travaille sur le patrimoine immatériel? Pas seulement de Mostaganem. Mostaganem, entre autres, c'est votre fief. Voilà, on peut dire. Alors, mais je travaille depuis des années sur le Ouadi, sur le Halqa, sur le Meddah, qui comporte de Moussem à Moussem. N'oublions pas que Mostaganem, comme la plupart des régions d'Algérie, la tradition orale disparaissent petit à petit, malheureusement. Malheureusement. Oui. J'essaie de les couvrir où que je sois, comme ici, comme là à côté de vous. C'est-à-dire, oui, absolument. Donc je travaille sur ça. Pourquoi? Parce que j'ai... Et sur la femme traditionnelle algérienne aussi. Parce que la photographie, grâce à ce concours, à cette rencontre que nous voulons réussir, comment dirais-je? Voilà, elles sont à côté de moi. Voilà. Il faut rendre à la photographie ses lettres de noblesse. Et c'est pour ça que j'interviens la première fois sur les photographes algériens. J'ai toute une animation à faire sur l'écran, etc., pour présenter aux jeunes, aux photographes, qu'il ne s'agit pas seulement
d'appareils photo ou de prise de vue. On ne va pas parler de technique, on va parler sur le côté humain. Qui sont ces photographes? Quand ils font Un petit peu raviver un petit peu la mémoire des photographes qui ont disparu. Et c'est pour ça que, revenant un peu, je fais des allers-retours, parce que quand je peux faire un documentaire sur la mémoire, parce que j'ai beaucoup réalisé de documentaires sur la mémoire, sur la torture qu'ont subi les Algériens durant la période coloniale. La période coloniale, oui. Mais sans oublier que je dois aller simplement avec un appareil tout à fait ordinaire et aller couvrir ce qui est en train de, j'allais dire, de se faire. De disparaître un peu, malheureusement. Je cueille. Je ne m'arrête pas. C'est-à-dire, quand je suis sur la photo... Vous êtes continuellement en train de prendre des photos. Absolument. Parce là, ce que vous avez... servir. Oui, ce que vous avez... Bon, je pense que j'ai ramené... Je n'ai pas ramené l'essentiel. Ça fera l'objet... Malish, d'ailleurs, on va envoyer certainement une équipe lors de l'événement du 23, 24, 25 et le 26 qui va se passer à Moussaganem. C'est où exactement? À la Maison de la Culture ou dans le Hamakaki. Très bien. Donc certainement, on sera présent et on aura un autre plateau, bien sûr, pour parler de ce grand événement. Et la prochaine fois, ramenez-nous les photos dont vous nous parlez. Donc... Tout à fait. On arrive à la fin de notre émission. C'est la fin déjà? Oui, c'est Bonjour d'Algérie, on finit à 9h30, messieurs. On voulait tellement dire des choses. Et à l'occasion, permettez-moi 20 secondes. Juste 20 secondes. 20 secondes, pas plus. Sinon, on va être coupé. Le temps est précieux à la télévision. Oui. C'est que pour les participants qui vont venir un peu partout, on va aussi présenter, je vais présenter des films documentaires sur de grands photographes, pour qu'ils sachent que la photo n'est pas tombée du ciel et qu'il y a des messieurs qui ont fait un travail monumental en Algérie. Et bien, lors de l'événement, vous allez revenir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, nous parler justement